Alors, merci pour votre invitation. Je ne vais pas vous proposer une présentation très scientifique comme mes collègues hématologues et cancérologues de tout à l'heure. C'est une réflexion interdisciplinaire autour de votre questionnement sur les big data. Donc, comme je suis sûr que vous le savez, souvent, quand une seule personne propose une réflexion interdisciplinaire, elle est forcément approximative, et je m'en excuse par avance. Je vous propose cette réflexion de l'articuler autour de 3 points. Donc, le titre, c'était Big Data en psychiatrie, comment la technologie peut replacer le sujet au centre des préoccupations. Et parce que la question du sujet aujourd'hui en médecine et dans la recherche en psychiatrie est une question, je trouve, très sensible. Alors, il y aura un premier point où j'essaierai de parler du sujet, finalement. Quel est le sujet de la psychiatrie aujourd'hui et pourquoi il pose des problèmes en médecine. Après, je commencerai à parler des big data sur un exemple concret qui est l'analyse textuelle. Alors, on pourra discuter, est-ce que c'est des big data ou pas. Et puis, je conclurai par un deuxième point sur les big data. Comment imaginer leur avenir dans la pratique clinique médicale, et en particulier en psychiatrie. Et vous verrez, et de discuter de quel changement ça peut produire, à la fois en termes de relation avec le sujet et de conceptualisation du sujet de la médecine du patient. Alors donc je commence par la question du sujet de la médecine et du sujet de la psychiatrie. En étant un peu excessif, mais ça simplifiera le point de vue, on peut vraiment dire que la médecine a perdu la moitié de son sujet d'étude et que la psychiatrie l'a quasiment perdu complètement. Et ça par défaut de théorie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure on a parlé de médecine intégrative. Il y a 2500 ans, il y a 3000 ans, on avait une médecine intégrative qui ne marchait pas. Mais elle était intégrative. Elle intégrait le cosmos, les dieux, la famille, les plantes, la souffrance, etc. Et puis, cette médecine s'est réduite petit à petit, et elle a trouvé le point culminant de sa réduction au XIXe siècle avec l'avènement et la consécration de la physiopathologie, consécration qui a abouti à une médecine d'organes, et donc à 1 kilomètre d'ici, il y a une faculté de médecine où on forme des pneumologues, cardiologues. Alors, cancérologue, c'est un peu à part, psychiatre, c'est un peu à part aussi. Néanmoins, on forme des médecins qui sont centrés sur des organes. Et la théorie qui sous-tend la médecine aujourd'hui, c'est la biologie. Et d'ailleurs, à tel point que personne vraiment ne se pose la question, pourquoi ça serait différent? La quasi-totalité des cours en faculté de médecine sont des cours de biologie. Alors que, curieusement, faites une observation participante auprès d'un cabinet de médecins généralistes et vous verrez qu'il n'utilise quasiment jamais de la biologie dans sa pratique. Il utilise de la relation médecin-malade et des algorithmes de décision. Et finalement, que la créatinémie mesure l'insuffisance rénale ou autre chose, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que si la créatinémie est haute, il va falloir modifier les posologies de médicaments. Mais que ça passe par le rein, finalement, c'est qu'un moyen mnémotechnique pour organiser la pratique. Et donc, on pourrait, j'exagère, mais on pourrait très bien imaginer la formation de médecins où on enseignerait autant la biologie qu'on enseigne la psychologie médicale aujourd'hui dans les facultés. C'est-à-dire 20 heures dans tout le cursus. Mais c'est pas. Donc c'est le. Alors, en termes scientifiques, naturellement, pour le progrès des connaissances médicales et de l'efficacité thérapeutique, la biologie et la physiopathologie a été un succès considérable. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, les anticorps monoclonaux dans les hémopathies malignes, c'est quand même issu de la physiopathologie, et c'est un succès. Donc la recherche issue de la physiologie est un succès, mais du coup, elle a formaté les représentations que le médecin a de son patient et de sa pratique. Et du coup, le sujet de la médecine est devenu un ensemble d'organes.
Même pas un corps, hein. On dit souvent que le médecin ne s'intéresse qu'au corps et pas à l'esprit, mais c'est même pas ça, le médecin ne s'intéresse plus au corps. D'ailleurs, vous savez, on dit, les vieux médecins disent que les jeunes médecins n'examinent plus leurs patients, parce que quand on examine son patient, on touche son corps, on touche ses organes, mais enfin, c'est quand même quand on palpe un foie, c'est quand même, c'est pas si facile que ça de le sentir en lui-même. On sent un petit débord hépatique, mais c'est rare que l'on sente vraiment le foie. En tout cas, on touche le patient. Même quand on prend une tension artérielle, on touche le patient, et le fait de toucher son corps fait quelque chose. Non, la médecine aujourd'hui s'intéresse aux organes, et donc les représentations que le médecin se fait de son patient sont centrées sur des organes, et il est conditionné comme ça. Et donc, c'est un demi-succès pour la médecine, c'est un demi-succès parce que quand même les maladies touchent les organes, et qu'en soignant les organes, souvent les patients vont mieux, mais bien entendu c'est un demi-échec, et tout le monde le sait, les gens ne se voient pas dans le regard que le médecin porte sur eux, puisqu'ils sont des organes, ils ne sont pas eux. Et c'est pour ça qu'ils vont voir des acupuncteurs, des mésothérapeutes, des ostéopathes, etc. Et que ces spécialités pseudo-médicales arrivent à gagner beaucoup d'argent, à faire payer des consultations bien plus chères que le tarif d'une consultation médicale et que ça ne pose de problème à personne. Donc c'est un demi-succès, c'est un demi-échec pour la médecine, c'est un échec, alors de mon point de vue, total pour la psychiatrie, puisque c'est quand même dramatique que aujourd'hui l'objet de la psychiatrie soit le cerveau, que l'objet de la neurologie soit le système nerveux central, y compris le cerveau, ça ne me gêne pas, mais que l'objet de la psychiatrie soit le cerveau, ça c'est un problème, puisque étymologiquement, la psychiatrie c'est la discipline qui s'intéresse au patient en tant que sujet pensant, et le sujet pensant, ça n'est pas son cerveau. Alors, on peut discuter. On peut discuter, et je pense que c'est une vraie question philosophique que je n'ai pas vue, que j'ai vu un peu aborder, mais pas tant que ça, parce que aujourd'hui, donc, pour être honnête, c'est pas que le cerveau, c'est aussi les sciences cognitives. D'ailleurs, on dit même neurosciences cognitives, c'est-à-dire que c'est quand même le cerveau qui est le générateur de la cognition. Mais cognition, c'est agent traitant l'information. C'est ça que ça voulait dire à l'origine. Hein. Sciences cognitives, c'est un système qui traite de l'information. Et donc, on considère aujourd'hui que le patient psychiatrique, dont le sujet pensant souffrant, est un système traitant de l'information, et je pense que c'est une vraie question. Est-ce que le sujet pensant peut se réduire à un système traitant de l'information? On dirait que ça n'a rien à voir avec le big data. Ben, bien sûr que si, ça a à voir avec le big data, parce que information va dire data. Donc on commence à mettre le pied dans la porte. Alors, c'est une première question que je vous pose. Peut-on considérer qu'un sujet pensant se réduit à un système de traitement de l'information? Moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Spontanément, on a envie de dire non, avec ses tripes, c'est-à-dire quand vous faites une déclaration d'amour, vous dites « je t'aime », vous n'êtes pas un système traitant de l'information, et la personne qui reçoit ça n'est pas un système de traitement de l'information. Alors vous me direz « ah, après tout, pourquoi pas ?» Alors quand même, soyez honnête, ça fait mal à dire. On est bien d'accord, ça fait mal à dire. Mais on pourrait dire la réalité, parfois, fait mal à dire. Alors, le deuxième argument, c'est que non, il y a quand même un point fondamental, c'est que quand on considère qu'un sujet pensant est un système traitant de l'information, c'est que vous considérez que la réalité prime et que le sujet pensant est secondaire à la réalité qu'il perçoit. Puisque s'il est un système qui traite de l'information, l'information existe avant lui. L'information est là, donc la réalité est là. Il perçoit cette réalité, ce qui fait une information qu'il traite. Il est secondaire à la réalité, à l'information. Alors que l'existence subjective d'un sujet pensant est qu'il préexiste à la réalité. C'est une position phénoménologiste au sens historique du terme. Or, la position d'un malade est une position phénoménologique. Je suis, le jour où vous êtes malade, en souffrance, plus rien n'existe en dehors de ça. La réalité n'existe plus, vous êtes un sujet souffrant. Et c'est encore plus vrai quand vous êtes un patient psychiatrique. Donc la position de décentrement du sujet
en considérant qu'il est un système de traitement de l'information, de mon point de vue, est incompatible avec la réalité de ce qu'est le sujet souffrant de ce qu'est un patient. Mais c'est discutable. C'est discutable. En tout cas, certes, peut-être que les sciences cognitives et la biologie sont une théorie incomplète pour décrire le patient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule théorie qui a pignon sur rue. Alors, il y en a d'autres. On pourrait citer la psychanalyse pour la psychiatrie. La psychanalyse est une théorie qui explique pas mal de choses dans le monde de la médecine, mais elle n'a pas pignon sur rue. En tout cas, elle ne l'a plus. Et en plus, elle observe le sujet souffrant par son petit bout de la lorgnette à elle. Donc, comme on n'a aucune théorie de grande unification du sujet de la médecine aujourd'hui, eh bien, on a la théorie dominante, qui est la théorie physiopathologique, et donc la psychiatrie a perdu son sujet. Et ça fait un malaise. Ça fait un malaise, alors vous pourrez me dire lequel, après tout, puisque si ce qui compte, si biologiser, ça rend la médecine efficace, et que ce qui compte en médecine, c'est d'être efficace, alors au total, même si on ne décrit pas le bon sujet, le médecin n'a qu'à s'occuper dans son business du sujet pensant, et puis pendant ce temps-là, les connaissances avancent avec la science. Eh bien, c'est pas si simple. Je vais prendre un exemple concret. Demandez à un jeune psychiatre, demandez même aux médecins qui sont dans la salle, quel est l'effet d'un traitement antidépresseur. Alors, je vous promets, je le fais régulièrement, il y a un blanc quand on pose cette question à des jeunes collègues. Alors, je leur dis, vous êtes psychiatre, vous devez pouvoir me dire ce que fait un antidépresseur. Alors, ils répondent ben, les gens sont moins déprimés, les gens dorment mieux, les gens sont moins tristes. Oui, mais ça, vous êtes conditionné par votre pensée biomédicale qui consiste à dire que si le traitement est antidépresseur et que la dépression c'est un ensemble de symptômes, quand je donne le médicament, alors il diminue la quantité de symptômes, et donc, mais c'est logique. Je ne vous demande pas ce que le médicament fait dans des études, je vous demande ce qu'il fait aux gens, ce qu'il fait aux patients. Quand vous demandez à un patient qu'est-ce que ça fait que de prendre un traitement antidépresseur, qu'est-ce qu'il vous répond? Eh bien, vous n'avez pas de réponse quand on pose ça à un jeune médecin. Vous n'avez pas de réponse. On a quelques études qui répondent à ces questions, qui sont des études qualitatives. Et j'ouvre un deuxième pied dans la porte des big data. Ce deuxième pied, c'est, au bout du compte, est-ce que les études qualitatives ne sont pas des études de big data? Mais on va continuer à ouvrir cette porte tout à l'heure. Que disent les études qualitatives sur l'effet des antidépresseurs? Par exemple, un patient va dire « Avant, les émotions s'agrippaient à moi. Maintenant, les émotions sont à distance. C'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre les gens et moi. » Donc vous voyez, en disant ça, ça n'a absolument rien à voir avec le message qui est l'antidépresseur est un produit inhibiteur de la recapture de la sérotonine. L'antidépresseur est un médicament efficace dans le traitement de la dépression. Ça n'a rien à voir. Dans les deux premiers cas, vous n'êtes pas avec le sujet de la médecine. Dans le dernier cas, vous êtes avec le sujet. Vous êtes avec ce qu'il ressent. Et bien entendu que si un jour vous êtes déprimé, vous aurez envie de savoir ce que l'antidépresseur va vous faire. Ce n'est pas une lubie philosophique, c'est une nécessité de soins. Nous avons besoin de savoir ce que nos médicaments font à nos patients. Et d'ailleurs, que l'on soit cancérologue ou psychiatre. Donc, on a un manque de théorie, donc on ne sait pas expliciter ce que font les traitements. Et alors, on peut se demander, mais comment la médecine se dépatouille de son manque de théorie? Eh bien, elle s'est dépatouillée de son manque de théorie en statistisant sa recherche. Et ça s'est passé à peu près au milieu du XXe siècle, avec un truc dramatique. On a poussé la logique de Claude Bernard au milieu du XXe siècle jusqu'à faire, vous savez, des expériences auprès des détenus américains. Et c'était en particulier pour traiter les premiers antibiotiques pour soigner les maladies sexuellement transmissibles des soldats américains qui étaient sur le front. Et donc il y a eu des débats d'éthique autour de ça, que vous connaissez. On a considéré que la logique expérimentale avait trouvé ses limites, et donc il a fallu trouver une alternative, et on s'est retourné vers ce que Fischer avait fait 20 ans avant pour l'expérimentation des semences de maïs et de blé, où il proposait de faire un tirage au sort,
et on a pris la logique du tirage au sort, qui est une logique athéorique. C'est une logique athéorique, c'est-à-dire, je me demande si le médicament A est meilleur que le médicament B, et je ne vais pas du tout chercher les mécanismes d'action, pas du tout, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse de savoir, c'est juste si ça marche mieux. Et donc je vais tirer au sort, je vais compter le nombre de récoltes après par mètre carré, et je vais faire un test statistique, et ça me dira si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Et donc aujourd'hui en médecine, on a, et d'ailleurs on l'a vu dans les présentations tout à l'heure, hein, ça oscillait en permanence entre une pensée très fortement théorique, physiopathologique, et une pensée, d'ailleurs le collègue l'a dit tout à l'heure, hein, nous avons fait un essai randomisé parce que c'était la seule façon de montrer que c'était efficace. Hein. In fine, ça n'est pas la théorie qui dit que le médicament est efficace, parce que régulièrement on se fait rouler dans la farine par la théorie physiologique, elle ne marche pas, tant que ça. Hein. Il faut être confronté directement avec une réalité athéorique, avec un tirage au sort. Donc aujourd'hui, on a le panorama d'un sujet de la médecine avec un sujet qui est un ensemble d'organes, qui est issu de la physiopathologie de Claude Bernard. On a un sujet statistique, étrange, parce que c'est un sujet moyen, tout lisse. La statistique s'intéresse au sujet moyen, qui n'existent pas dans la réalité, mais qui sont très efficaces pour pouvoir optimiser des stratégies thérapeutiques à un échelon populationnel. Et puis on a la réalité du terrain qui est ce que moi, sujet, je vais vivre avec ce traitement qui échappe aujourd'hui à la recherche biomédicale. C'est pour ça que je vous disais, et c'est la fin de ma première partie, que la médecine a perdu. Alors la médecine somatique a perdu la moitié de son sujet, et puis de mon point de vue, la psychiatrie l'a perdu complètement, puisque le patient psychiatrique n'est ni un patient statistique, ni une partie d'un organe. Alors, venons-en dans le vif du sujet, Big Data, donc sur un cas concret auquel j'ai été confronté dans notre pratique de laboratoire, où on se met à analyser les nouvelles sources de données. Et en psychiatrie, on a des nouvelles sources, en particulier en pédopsychiatrie, on a des nouvelles sources de données extraordinaires qui sont les blogs que remplissent les adolescents. Hein. C'est extraordinaire parce que on est quasiment dans une situation observationnelle pure, pour une fois. On dit toujours l'observation n'existe pas, celui qui observe interagit toujours avec celui qui est observé, mais dans un blog, c'est bon. Les gens écrivent en sachant qu'ils sont observés, ils ne savent pas qu'ils sont observés par des gens qui vont analyser ça scientifiquement. D'ailleurs, il y a une petite question éthique derrière. Hein. Dans quelle mesure ces données qui sont accessibles à tous sont-elles aussi accessibles à des gens qui sont susceptibles de faire de la recherche dessus, etc. Bon. Je sais qu'il y a des trucs juridiques, en tout cas. Voilà, en tout cas. Un tout petit peu, hein. Donc en tout cas, aujourd'hui c'est le Far West, on a le droit de... Enfin en tout cas on peut le faire, oui c'est bien le Far West, pour le chercheur le Far West c'est bien. On a le droit d'aller sur les sites internet et d'aspirer le site et puis d'extraire les posts, les messages. Alors on peut chaîner les messages à partir de leur titre, etc. Et puis de faire de l'analyse textuelle là-dessus. Alors est-ce que c'est du big data? Pour moi c'est du big data. Parce que d'abord, on est au-dessus de 10 puissance 4, 5 nombre de cellules statistiques à analyser. On peut être même très largement au-dessus. 10 puissance 9 parfois, exactement. Hein. On peut avoir des nombres de cellules statistiques très élevés. Et puis alors, le matériel à analyser est un matériel très largement multidimensionnel puisque c'est du langage, et en plus c'est du langage hyper naturel. Hein. C'est du langage de blog, c'est trash, quoi. C'est surtout de blog d'adolescents. Donc il y a une problématique de data management, c'est-à-dire de clarification des données qui est extrêmement sophistiquée et qui est vraiment typique des big data. Hein. C'est l'éduction, on appelle ça d'ailleurs en méthode qualitative, je trouve que ce mot est vraiment à appliquer au big data. L'éduction, c'est le fait, c'est comme peigner une chevelure le matin, on a quelque chose qui est emmêlé et on passe quelque chose pour le démêler. C'est toujours les mêmes cheveux, sauf qu'avant ils étaient emmêlés et après ils sont démêlés. Et on fait pareil avec les datas, on a des datas qui sont emmêlés
et il faut passer un peigne dedans. Alors bien sûr, on les modifie en passant un peigne dedans, comme le font les qualitativistes, comme on va le voir dans 5 minutes. Donc d'un côté, il y a de l'analyse textuelle, qui est du big data, et qui est en pleine explosion, avec des outils qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais alors aujourd'hui, on peut dire que les outils dominants sont à la fois des outils de comptage, qui sont très utiles. Alors il y a des outils de data management très sophistiqués, de réduction de corpus, c'est-à-dire de racines de mots, pour ne pas avoir tous les mots... tous les verbes, par exemple, qu'on peut décliner en fonction de leur conjugaison, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a des algorithmes de réduction de mots qui en français ne marchent pas si mal. Et puis on a deux familles basiques qui sont des comptages de mots. Alors éventuellement des comptages de mots par catégorie grammaticale. Bon. Et puis des méthodes de bag of words, c'est-à-dire on segmente les phrases par bout, par exemple de 10 mots, et on va regarder quels sont les mots qui sont proches d'autres mots. Et on va faire avec ça du clustering, c'est-à-dire on va essayer de trouver quels sont les paquets de mots qui sont proches les uns des autres. Et à la fin, on propose, donc ça c'est quasiment automatique, et après on propose au lecteur de l'article, en fait, voilà les paquets de mots, et c'est lui qui donne du sens à ces paquets. Et ça marche assez bien. Ça marche assez bien, il faut être honnête. Donc ça, c'est du text mining. Alors, naturellement, vous êtes au courant que depuis des décennies, des chercheurs des sciences humaines et sociales font ça aussi, mais ils font ça avec leur cerveau. Alors, comment ça marche? Alors, bien sûr, ce n'est pas 10 puissance 9, c'est du statistique, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est sur des corpus qui sont plus petits, c'est quelques dizaines de textes. Donc, ce sont des textes, donc, des entretiens ouverts. C'est pas si loin que ça que ce qu'on peut obtenir dans un blog, parce que c'est plus structuré. Donc des entretiens ouverts, retranscrits, quelques dizaines, donc ça peut faire quand même au moins une centaine de pages de transcript, et puis donc ça va être codé, mais ça va être codé par un être humain. Alors on peut être aidé d'un logiciel, l'être humain, alors en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a des grilles de cotation, enfin il n'y a pas des grilles, il y a des champs, alors est-ce qu'ils sont épistémologiques? Je ne sais pas, c'est à vous de discuter de ces jolis mots. Il y a l'approche qu'on appelle Grounded Theory, l'approche Intersubjective Phenomenological Analysis. Ce sont des perspectives de en quoi le texte qui vient du sujet, en l'occurrence pour nous du patient, en quoi ce texte je vais le regarder. Est-ce que je vais le regarder sous un angle purement sémantique, c'est-à-dire quels sont les mots qui sont proposés et en quoi ils se ressemblent et en quoi ils se regroupent, ou alors en quoi le sujet exprime ce qu'il ressent. Et ça, ce qui va être un premier filtre fort, c'est-à-dire je vais me concentrer dans ce qu'il dit, sur ce qu'il vit à la première personne. Ce que, alors à l'évidence, le text mining ne va absolument pas pouvoir faire. Et qu'un être humain, par contre, peut faire. Quand un être humain lit un texte, il peut se concentrer sur les mots de plusieurs façons différentes. Alors, une fois que le chercheur a décidé de son positionnement méthodologique, il va regrouper les mots, les taguer, mettre des étiquettes en disant cet ensemble de 3 mots, pour moi, c'est une émotion négative ou de la tristesse. Et comme ça, il va taguer tous les mots du corpus. Après, il va prendre tous les tags, il va faire des super tags, et comme ça, de fil en aiguille, il va avoir une hiérarchie de tags jusqu'à avoir une réduction de son corpus par méga-catégorie et par arborescence. Donc là, le processus interprétatif, il est à 2 niveaux, il est au niveau du codage et au niveau de l'analyse des résultats. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'évolution à la fois d'un côté des techniques de text mining qui deviennent de plus en plus riches, de plus en plus sémantiques, et de l'autre côté le recours à des logiciels pour que les chercheurs des sciences humaines et sociales analysent leur discours, on a des convergences des deux. À tel point que le logiciel de référence pour l'analyse de contenu, qui est NVivo, propose maintenant des techniques d'analyse de text mining. Alors on peut se demander donc dans quelle mesure un outil complètement statistique
est-il vraiment différent d'un outil profondément subjectif où c'est un chercheur de sciences humaines et sociales qui interprète les résultats, qui interprète un texte? Alors, comment voir ça? Moi, j'ai l'impression qu'en réalité, ce que fait le chercheur des sciences humaines et sociales, c'est qu'il apporte de lui-même, en plus du contenu explicite qui est dans le recueil de data. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'une analyse de contenu peut porter sur quelques dizaines d'éléments statistiques, alors que pour faire du text mining, il va en falloir 10 puissance 5, 6, 7, 8 ou 9. C'est-à-dire que le chercheur de sciences humaines et sociales, dans son cerveau, a pré-traité des quantités colossales d'informations qui ont à voir avec le matériel qu'il est en train d'analyser. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on voit deux mots-clés, on voit au moins un mot-clé statistique qui va arriver, qui est le mot-clé bayésien. Alors, l'autre point intéressant où là on se rapproche du sujet, c'est qu'en fait, quand on rentre dans le détail de ce que fait un chercheur de sciences humaines et sociales, c'est qu'en fait, il lit un texte et quelque part, il considère que ce texte est écrit par un être humain et que cet être humain, il est quelque part comme lui, mais potentiellement un peu différent, et il sait dans quelle mesure cet être humain qui a écrit ce texte est un peu différent de lui, parce qu'éventuellement c'est un patient qui a telle maladie, parce qu'éventuellement c'est un sujet qui est féminin, masculin, qui est vieux, qui est jeune, qui est riche, qui est pauvre, etc., etc., etc. Et donc ça, dans notre jargon de psychiatre ou de psychologue, ça s'appelle de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est le fait que tous les êtres humains, en permanence, quand ils sont en interaction, sont... C'est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous, mais comme vous venez d'horizons différents, je suis obligé de préciser mon vocabulaire. Tous les êtres humains, donc quand ils sont en interaction avec quelqu'un d'autre, en fait, font l'hypothèse que la personne en face d'eux pense comme eux. Et donc ils se mettent à leur place, ils se disent, tiens, si je dis ça, il va comprendre ça, et donc je vais plutôt le formuler comme ça il va le comprendre comme ça, et si comme ça, à la fois il va bien le comprendre, ça va m'arranger, et etc., et etc. Donc en permanence, on se met à la place des gens. Sauf notamment dans l'autisme ou dans des pathologies ou comme ça, où justement le problème est un problème de théorie de l'esprit. Donc l'acteur des sciences humaines et sociales, en permanence, a un processus de théorie de l'esprit. C'est-à-dire il se dit, ah ben tiens, il a écrit telle phrase, mais en fait, telle phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ce n'est pas que le sens du mot. C'est le sens du mot tel qu'il a été utilisé à côté de tel mot par telle personne. Et conditionnellement à ça, alors je vais mettre tel tag. C'est-à-dire le processus est extraordinairement sophistiqué. Donc on a deux mots-clés. Et bien sûr, la théorie de l'esprit, on est complètement dans le sujet. On n'est absolument pas dans la statistique. C'est ce sujet a écrit quelque chose et moi, sujet, je me mets à sa place, à lui, et j'essaie de conceptualiser ce qu'il a voulu dire. On est vraiment à la place du sujet. Donc ça c'était... Alors, comment imaginer la conjonction entre les deux, hein, entre le text mining et l'analyse de contenu? Eh bien, on est en train de la voir, c'est que déjà aujourd'hui, on a des dictionnaires sémantiques dont on peut se servir dans des analyses de text mining, c'est-à-dire que on a des dictionnaires qui nous disent des distances entre des mots. Et on peut s'en servir, on peut dire tel mot est à côté de tel mot, mais tel mot qui est proche de tel mot, qui est proche de tel mot, est proche de l'autre mot, qui est proche de celui-là. Enfin, ils sont proches en contiguïté dans le texte, mais ils sont proches en contiguïté sémantique par le dictionnaire. Et là, vous voyez, quand on parle de sémantique et de proximité sémantique de mots, on est quelque part sur une théorie de l'esprit, mais qui est une théorie de l'esprit statistique, c'est-à-dire sur un sujet pensant moyen. C'est-à-dire en moyenne, les sujets pensants associent tel mot à tel mot. Donc vous voyez qu'on se rapproche petit à petit, mais aujourd'hui, forcément, l'approche par text mining est encore une approche statistique qui travaille sur des entités moyennes. Alors, ça c'est aujourd'hui, mais j'en arrive à la troisième et dernière partie. C'est comment on peut envisager l'avenir et comment on peut envisager l'avenir et son interaction avec le soin. Alors, on peut
On a, et d'ailleurs Google dispose d'ores et déjà d'une quantité d'informations sur ce que les êtres humains, sur ce qu'un être humain met comme mots les uns à côté des autres, qui est vertigineux. Vous imaginez toutes les requêtes qui sont faites tous les jours sur un outil comme Google, c'est des quantités astronomiques. Là, on est vraiment dans le méga big data. Et ce qui lui permet, à ce moment-là, on peut imaginer de modéliser la distribution de co-occurrence des mots à l'intérieur de corpus. Et même, on ne va pas avoir que les mots, on va avoir aussi des visages, on va avoir des textes qui sont prononcés, donc on va avoir du non-verbal, en plus que du verbal. Et ce qui va faire que, pour un statisticien maintenant, on peut imaginer enregistrer un patient, hein, donc le faire parler de ce qu'il a vécu hier, de l'enregistrer à la fois en tant que ce qu'il dit, du contenu manifeste de son discours, et puis de sa mimique et de sa prosodie. Et puis on peut imaginer mettre ça dans la méga distribution d'un instrument comme Google, et on peut extrapoler avec des outils statistiques. Hein. Alors il y en a, on appelle ça des approches MCMC, Markov Chain Monte Carlo, c'est-à-dire à partir, quand on a un bout d'une distribution, eh bien l'algorithme peut vous donner l'autre bout de la distribution. On fait déjà ça, on le fait mais avec des middle data, pas des big data. On fait ça avec des middle data parce que en termes computationnels, ça coûte cher. Mais dans 20 ou 30 ans, en termes computationnels, on sera beaucoup plus loin. Donc on peut vraiment imaginer que, à partir de ce que vous dit votre patient, vous pouvez avoir, non seulement vous, en tant que clinicien, une représentation de ce qu'il est lui, ce qu'on fait tous les jours en fait. Hein, puisque nous, on fait du big data tous les jours. Hein. On fait du big data tous les jours. C'est-à-dire, mon patient me dit ah, ça va. On se dit non, il ne va pas, parce que la prosodie, ça ne va pas. Je sais que c'est comme ça, et ça ne va pas. Donc, et donc je vais lui dire mais non, mais ça ne va pas. Mais si, ça va, mais ça n'a rien à voir avec la maladie. Ah, si ça n'a pas à voir avec la maladie, ça a à voir avec sa vie de couple, parce que statistiquement, c'est ses enfants ou c'est sa vie de couple, etc. Et donc, ça aussi, c'est du big data, c'est-à-dire qu'on sait que quand les gens ont tel âge, etc., ben voilà, quand ça ne va pas dans la vie, ça va à cause de ça, etc. Donc nous, on fait ça, mais vous aurez en plus quelque chose qui le fera à côté de vous et qui intégrera toutes les données thérapeutiques qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entretien se déroulera, avec un sujet, donc là, c'est plus de la statistique, c'est un sujet. J'ai un sujet en face de moi, je déroule mon entretien et on pourra avoir des indicateurs qui diront « Ah tiens, là, il y a une direction qui est bonne à prendre parce que là, je manque d'informations qui est susceptible de m'intéresser à moi en termes thérapeutiques et donc il y aurait peut-être telle direction dans l'entretien à prendre et moi, médecin, ben, je vais voir ça et peut-être que je vais aller là, peut-être que je ne le ferai pas parce qu'après tout, c'est mon boulot. » Et puis, eh ben, à la fin, j'aurai un estimateur bayésien, puisque ces méthodes MCMC, c'est des estimateurs bayésiens, c'est-à-dire ben, conditionnellement à tout ce qu'il y a dans la base, conditionnellement à tout ce qu'il y a dans ma tête, vu ce que j'ai observé dans mon entretien aujourd'hui, eh bien, voilà la distribution de la réponse thérapeutique que je peux apporter aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est recentré sur le sujet. On est recentré sur le sujet parce que j'ai vraiment adapté mon entretien à lui qui est en face de moi, même si j'ai eu recours à un outil statistique à côté. Alors, et je pense que la psychiatrie a gagné là-dedans, incontestablement. Incontestablement. Bien plus que des neurosciences. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Et je terminerai juste là-dessus. Ce que ça va changer de façon colossale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'inférence en médecine. C'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui pour dire qu'un traitement marche, pour dire qu'un traitement est le bon traitement, il faut qu'il soit issu de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire il faut qu'il soit issu de la moulinette des essais randomisés. Alors, bon, aujourd'hui on peut se balader à la marge, hein. Il y a la pharmacoépidémiologie qui commence à arriver, mais à la haute autorité de santé qui décide du remboursement des médicaments, le mot-clé c'est essai randomisé. Or,
L'approche MCMC bayésienne, elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec ça. L'inférence bayésienne, d'ailleurs, en fait, l'inférence bayésienne, c'est un oxymore. Il n'y a pas d'inférence bayésienne. Une approche bayésienne, ça donne un estimateur, ça donne une distribution d'un paramètre, donc avec une position, une dispersion. Et c'est-à-dire que ça va dire, si vous faites ça, il va avoir telle espérance de vie avec telle variance. Mais ça ne va pas vous dire que vous avez prouvé que c'était la meilleure option thérapeutique. Donc ça va être un changement de représentation colossal pour les médecins. Parce qu'aujourd'hui, la pratique médicale est étayée par l'evidence-based medicine. Evidence, alors là aussi, il y a une petite subtilité de traduction, mais c'est quand même fondé sur des faits prouvés. C'est comme ça qu'on traduit ça en français. Et prouver, ça veut dire quelque part, il faut qu'il y ait une déduction. Et la déduction aujourd'hui, c'est le petit p plus petit que 5% qui permet de dire que c'est prouvé. C'est une espèce de rituel statistique, un peu irrationnel en fait, mais qui étaye la pratique et la pensée médicale, statistique. Or, la pensée Big Data n'est pas une pensée qui obéit à un risque de première espèce. Et alors ça, le jour où il va falloir que les collègues le réalisent, ça va être un tremblement de terre, parce que il n'y aura plus de vrai et de faux. Il n'y aura que, conditionnellement à ce que je sais et à ce que je vois, qu'est-ce qui est susceptible d'être la meilleure option thérapeutique. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et le deuxième point, c'est qu'on a des progrès à faire dans les représentations des connaissances. C'est que aujourd'hui, vraiment, on a du mal à penser Big Data en médecine, pas tant parce qu'on n'a pas les datas, pas tant parce qu'on n'a pas l'argent, mais qu'on ne sait pas parler le langage qui permet d'échanger autour des concepts issus des Big Data. Notre langage dans le monde biomédical, c'est quand même le langage de la biologie moléculaire qui ressemble au calcul propositionnel classique, c'est-à-dire une croix avec une flèche et une croix. Puis comme ça, il y en a plein de croix et de flèches, avec parfois des boucles de rétroaction, mais c'est tout. Et donc ça aussi, c'est incompatible avec la pensée Big Data, parce que la pensée Big Data est une pensée largement multidimensionnelle et floue. Et donc là aussi, il va falloir que les médecins changent de façon de se représenter leur monde et leurs data, mais il va falloir qu'on les aide. Et je serai ravi d'en discuter avec vous. Merci.